Bonjour à tous, vous faites bien de nous regarder sur RTI 1. On regarde les titres de ce journal. La semaine du partenariat pour un gouvernement ouvert a été lancée lundi dernier à Abidjan. L'initiative vise à promouvoir, entre autres, la transparence dans la gestion des affaires publiques et la lutte contre la corruption. Notre reporter Lansine Bakayoko nous parle d'une semaine riche en ateliers spécifiques et de webinaires. Les premiers pèlerins ivoiriens sont en Arabie Saoudite depuis hier mardi pour le début du Hajj 2024. Au nombre de 430, ils ont été accueillis par les autorités ivoiriennes accréditées en Arabie Saoudite et la mission avancée du commissariat du Hajj. Des pèlerins qui vont séjourner sur le territoire saoudien tout au long de cette période de prière. Et puis une Ivoirienne sacrée championne du monde de patinage artistique, Isoro Bonatti Yenakorina, a décroché la médaille d'or dimanche dernier à Trieste en Italie. C'était au cours des championnats du monde de patinage artistique. Notre compatriote a dévancé une Italienne et une Colombienne au classement général. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. La 12e réunion du Conseil mondial de la recherche scientifique s'est ouverte ce mercredi en Suisse. La rencontre est conjointement organisée par le Fonds national suisse et le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation de Côte d'Ivoire. Un peu plus tôt, hier mardi, à Interlaken, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, avait eu une séance de travail avec la secrétaire d'État chargée de l'éducation, de la recherche et de l'innovation de la Suisse. La réunion a porté sur les partenariats scientifiques entre les deux pays. Une soixantaine d'organismes de financement sont donc invités à plancher sur la durabilité de la recherche à Interlaken. Comme je vous le disais il y a quelques instants, la 12e session du Conseil mondial va ouvrir les réflexions sur le sujet. On en parle avec Alexis Ouedraogo. 3 problématiques seront au centre de cette assemblée du Global Research Council, Conseil mondial de la recherche. Comment la recherche contribue-t-elle au développement durable? Comment concevoir une recherche durable? Et enfin, comment mettre les résultats de la recherche au service du développement durable tant au niveau politique que de la société? Une soixantaine d'organismes de financement et des experts planchent déjà sur ces questions. Les défis sont énormes. Nous avons organisé ce événement parallèle sur le thème de la décolonisation de la science et en particulier sur le thème du partenariat ou des inégalités dans le partenariat entre le Nord et le Sud et entre les grandes entités et les petites entités. Parce qu'on estime qu'un équilibre dans le partenariat est absolument indispensable pour prendre en compte différentes perspectives et donc assurer la durabilité des schémas de développement qui sont des recherches en collaboration. Des événements parallèles se tiennent depuis 2 jours au centre de conférence Cursal, des échanges et partages d'expériences avant l'ouverture de cette 12e édition de ces assises, organisées conjointement par le FNS, le Fonds national suisse et le Fonds STI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation de Côte d'Ivoire. La semaine du partenariat, on en parle dans ce journal, un partenariat pour un gouvernement ouvert qui a été lancé lundi dernier. L'initiative vise à promouvoir, entre autres, la transparence dans la gestion des affaires publiques et la lutte contre la corruption. À Abidjan, la semaine de la transparence publique sera meublée par des ateliers spécifiques, des sessions webinaires, mais aussi des rencontres. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance et Expertise France unissent leurs efforts. Les 2 entités ont officiellement lancé aujourd'hui leurs activités d'appui au titre de l'année 2024, un partenariat stratégique qui vise à lutter et à renforcer la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Les détails avec Victorine Yaoyobwe. 10 366 personnes sont assujetties à la déclaration du patrimoine en Côte d'Ivoire. À la date du 30 avril 2024, 8 703 déclarations sont enregistrées par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, soit un taux de 84%. Pour combler le gap, l'institution brandit les sanctions depuis le 13 novembre 2023. De toute évidence, les sanctions seules ne peuvent mettre fin à la corruption et aux infractions assimilées en Côte d'Ivoire. Epiphane Zoro-Bibalo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, veut doter tous les acteurs engagés dans cette lutte de l'expertise française.
La loi qui institue la haute autorité a imposé le principe de la déclaration de patrimoine, qui est une mesure préventive de lutte contre l'enrichissement illicite. Et après une longue période de sensibilisation, la répression, c'est les exploits de commissaires de justice que nous avons commencé à délivrer aux assujettis réfractaires. Au-delà de tout ceci, nous voulons développer un projet structurant qui nous permette de mieux traiter les déclarations de patrimoine, de vérifier la sincérité des déclarations de patrimoine et de voir également les situations entre la déclaration de patrimoine d'entrée en fonction et de sortie de fonction. Et pour cela, il nous faut mettre en place une plateforme qui soit robuste. Et c'est en cela que nous saluons l'engagement de Expertise France à nous accompagner. Les efforts de la Côte d'Ivoire contre la corruption et les infractions assimilées sont reconnus au niveau mondial, notamment par l'ONG Transparency International. Expertise France du groupe AFD, Agence de coopération au développement de la France, vient soutenir cette volonté. La Côte d'Ivoire est membre du partenariat pour un gouvernement ouvert depuis 2015 et c'est cet engagement qu'Expertise France a décidé d'accompagner à travers le projet d'appui au gouvernement ouvert francophone que nous menons dans 4 pays, dont la Côte d'Ivoire. De janvier à décembre 2022, le préjudice financier occasionné par les actes de corruption et les infractions assimilées dénoncées était estimé à près de 176 milliards de francs CFA. Face à l'ampleur du fléau, l'implication de tous est souhaitée. Je vous le disais en ouverture d'édition, la semaine du partenariat pour un gouvernement ouvert a été lancée depuis lundi à Abidjan. L'initiative vise à promouvoir, entre autres, la transparence dans la gestion des affaires publiques et la lutte contre la corruption. À Abidjan, la semaine de la transparence publique sera meublée par des ateliers spécifiques, des sessions, webinaires, mais aussi des rencontres. Lansine Bakayoko. Le partenariat pour un gouvernement ouvert OGP, une initiative qui fait la promotion de la bonne gouvernance par la transparence dans la gestion publique et la lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire a intégré l'initiative en intégrant la semaine de l'OGP. La semaine de l'OGP, objet de ma déclaration de ce jour, consiste pour chaque pays membre à vulgariser l'initiative et à sensibiliser les populations. Il s'agit plus précisément pour chaque pays membre de partager son expérience et ses acquis avec la population afin de l'impliquer davantage dans le processus OGP. En termes d'acquis, le gouvernement, sous le leadership du président Alassane Ouattara, consacre ses efforts à renforcer la modernisation de l'État, gage de développement économique et social. Tout au long de cette semaine, il s'agit d'approfondir au cours des sessions de webinaires, de rencontres et d'ateliers spécifiques avec des groupes représentatifs de la société civile, leur implication dans le processus de co-création afin d'améliorer la participation et l'inclusion citoyenne. D'autres sujets liés à l'accès à l'information publique et aux documents publics sont inscrits en bonne place. J'encourage les populations à s'approprier les valeurs de l'OGP, à savoir la lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion des affaires publiques, l'inclusion, la participation citoyenne et l'innovation technologique. Ce mode de gouvernance est une opportunité qui permet à long terme d'apporter des réponses précises aux besoins des populations et par-delà d'améliorer l'indice de développement. En adhérant à l'OGP le 28 octobre 2015, la Côte d'Ivoire s'est engagée à renforcer la qualité de sa gouvernance avec tous les acteurs partis du processus. Hors de la Côte d'Ivoire, au deuxième jour de l'Assemblée mondiale de la santé, Pierre Dimba a partagé la déclaration de la Côte d'Ivoire à Genève. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a présenté les acquis de la couverture maladie universelle. Pierre Dimba a également évoqué le plan national de développement sanitaire 2021-2025. Il a aussi invité les partenaires au développement à poursuivre leur soutien au gouvernement dans ses actions en faveur du bien-être sanitaire des populations. Et ici, à Abidjan, la tribune du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, s'est intéressée il y a quelques jours à une nouvelle thématique. Elle a ouvert une lucarne sur la réglementation et les lois sur la protection des travailleurs en Côte d'Ivoire. Tout savoir sur la réglementation des lois. Un reportage d'Ismaël Déo et Khalil Diomandé.
le travailleur jouissant d'un contrat de CDD d'1 an continue de travailler alors que les 1 an ont expiré, ce travailleur n'est plus en CDD, il devient un travailleur à durée indéterminée. Réglementation et loi sur la protection des travailleurs, thème abordé pour ce énième numéro de Tout savoir sûr du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. 2 heures d'horloge pour entretenir journalistes, acteurs de la société civile et internautes sur les avancées majeures au profit des travailleurs en Côte d'Ivoire. Dorénavant, il y a eu une obligation de formalité au niveau du contrat. Donc le contrat de stage ne se présume plus, il se justifie ou il se prouve par un contrat qui doit être écrit en bonne et due forme. Nous avons les cas des CDD, donc les contrats à durée déterminée, que ces contrats-là soient à thème précis ou imprécis. La loi fait obligation d'avoir un écrit. Donc cet écrit-là peut être soit un contrat de travail en bonne et due forme, ou carrément une lettre d'embauchage qui devra obligatoirement contenir le thème à l'issue duquel ce contrat prendra fin. À côté du salaire de base, nous avons des éléments qui doivent, alors là, obligatoirement figurer dans le salaire. Nous avons par exemple les primes de transport, la prime de transport, qui est une obligation légale, donc qui est garantie par la loi. Nous avons également, selon le cas, la prime d'ancienneté, la prime de salissure, la prime de panier, etc., etc. Aussi, faut-il rappeler qu'il interdit toute discrimination à l'emploi liée aux personnes en situation de handicap. Selon le Code du travail ivoirien, les entreprises ont obligation de recruter des personnes à mobilité réduite sur la base de leur effectif, soit une personne en situation de handicap pour 100 agents permanents et 2 au-delà. On parle maintenant de développement avec des pompes hydrauliques aux populations des 45 villages de la commune de Doropo. C'est le don du conseil municipal aux populations qui disposent désormais de l'eau potable en abondance. Des équipements inaugurés par le maire Siaka Ouattara le week-end dernier. La correspondance d'Herman Niamia. Un geste simple de la main et le maire de Doropo donne de la joie aux populations de Klinandou, un village de la commune de Doropo. En inaugurant cette pompe hydraulique, c'est une promesse que Siaka Ouattara traduit en actes concrets pour améliorer les conditions de vie de ses administrés. Cet accès à l'eau potable est un véritable soulagement pour ces populations qui éprouvaient d'énormes difficultés par le passé. Les femmes se levaient d'ici ou bien environ de 4h du matin, 5h du matin pour aller au marigot. En venant, bon, il y a certainement qui ne trouvent pas l'eau à boire. Souvent, on fait pas là au marigot parce qu'il n'y a pas l'eau. Il y a l'autre qui prend le baril pour aller. Quand il est tout là, il va puiser tous les barils là. Et puis toi, peut-être une à cette crevette. Donc maintenant, on a trouvé l'eau. On va dire merci à Siaka. Comme Klinandou, ce sont 45 villages de la commune de Doropo qui viennent de bénéficier d'une pompe hydraulique. En initiant cette tournée de remise des infrastructures aux populations, Siaka Ouattara entend communier avec ses parents et les assurer qu'il est disposé à améliorer leur cadre de vie. Ce que je peux dire aux parents, c'est juste de prendre soin. Et de prendre soin, c'est quoi? De ne pas laisser les enfants s'amuser là-dedans. Et en même temps, s'il le faut, s'ils peuvent cotiser un peu, parce que, vous comprenez avec moi, la commune qui fait presque 80 villages, c'est vrai qu'on fait des efforts pour donner des fourrages, mais en même temps, pour la maintenance, il faut que les parents nous aident parce que ce n'est pas facile. Ce sont au total 70 villages de la commune de Doropo qui doivent bénéficier d'un forage hydraulique. Le maire Siaka Ouattara a souligné que les dispositions sont déjà prises pour permettre aux 25 villages restants de bénéficier dans un bref délai de pompes hydrauliques. Environ 300 enfants issus de 10 villages ont reçu leur jugement supplétif. L'initiative vise à lutter contre l'apatridie dans les villages et à accompagner le gouvernement dans le processus d'identification des populations. Dans la sous-préfecture de Napier, la remise de certificat de naissance s'est déroulée en présence du préfet et des autorités locales. Un reportage de Siekwasi dans le commentaire de Jean-Marc Djadji. Les 300 enfants qui reçoivent ces jugements supplétifs appartiennent à l'inspection primaire de Napier. La plupart sont en classe de CM1, donc potentiels candidats à l'examen du CEPE l'année prochaine. Ce cadre, en finançant ce projet, entend réaliser un rêve hautement socio-sécuritaire pour la Côte d'Ivoire, la scolarisation obligatoire et la lutte contre l'insécurité aux frontières. Si l'État ne sait pas combien de personnes il y a dans une localité, on ne peut pas planifier des actions de développement. Donc il était important qu'on initie ce projet qui aujourd'hui a permis à peu près 246 enfants d'avoir un extrait d'acte de naissance.
Après avoir eu un acte de naissance, il faut pouvoir produire les certificats de nationalité et ensuite donc les papiers d'identification. Voilà, et ce sera donc pour l'année qui suit le prochain challenge auquel nous allons faire face. Les 246 enfants qui reçoivent ces sésames sont issus de 26 établissements primaires. Les enseignants sont les plus soulagés. Sans extrait d'acte de naissance, on ne peut pas immatriculer un enfant. Alors du coup, quand l'enfant arrive au CM2, ça cause problème. Il faut donner un identifiant. Toutes ces étapes-là, en tout cas, le gouvernement est en train de vouloir mettre fin à ça. Donc c'est pourquoi quand il est venu chez moi, il lui a dit vraiment le problème auquel nous sommes confrontés. Et il a joué bon d'aider les parents. Voilà aujourd'hui, chose promise, chose due. La remise de ces documents a servi de cadre pour le sous-préfet de Napié pour sensibiliser les 10 villages bénéficiaires. À supposer que le gouvernement dise « J'ai donné de l'argent au sous-préfet, toutes les populations sont bénéficiaires, venez chercher votre argent. » Mais si vous venez, le minimum que je vais exiger de vous, c'est d'avoir au moins une carte d'identité. Celui qui n'a pas de carte d'identité, on ne peut pas lui remettre. Parce qu'il faut la preuve qu'il a reçue et qu'on a donné à la bonne personne. Donc si vous n'avez pas de carte d'identité, vous allez dire le sous-préfet a bouffé votre argent parce que le gouvernement a donné. Or, c'est parce que vous-même, vous n'avez pas de carte d'identité, vous ne pouvez pas bénéficier de l'opération du gouvernement. Donc je vous encourage tous à faire des documents administratifs. Ce projet d'aide à la scolarisation obligatoire a démarré en 2023. L'année prochaine, l'on annonce la seconde vague de remise de jugements supplétifs avec 500 enfants issus de toutes les couches de la société, notamment les orphelins. Dans la commune de Boaké, des annales scientifiques et autres ouvrages scolaires d'une valeur de 12 millions de francs CFA ont été offerts aux élèves des classes de terminale de plusieurs établissements secondaires. L'action sociale est l'œuvre de l'association Les Amis d'enfance de Boaké. L'objectif de ce don est d'aider les élèves à préparer au mieux le baccalauréat. Le reportage de Yeneba Ouattara et Charles Tatou. L'association Les Amis d'enfance de Boaké fait de l'éducation son cheval de bataille. Joignant l'acte à la parole, elle a remis plus de 1000 manuels scolaires à 9 établissements secondaires de Boaké. Ce don, composé de 8 différents annales liés aux matières scientifiques, est destiné aux élèves des classes de terminale D et C pour leur permettre de préparer les examens de fin d'année. Coût total du don, plus de 12 millions de francs CFA. Nous avons mené cette action-là pour que nos enfants puissent être parmi les meilleurs de la Côte d'Ivoire. Les responsables d'établissements et parents d'élèves traduisent leur reconnaissance à l'association donatrice. Je voudrais remercier vraiment ce club et nous souhaitons que partout ailleurs en Côte d'Ivoire, que les parents s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants. Cela démontre un peu les liens de fraternité et d'humanisme. En même temps, cette association se met à la place des parents d'élèves qui n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants financièrement. J'aimerais que chaque année, ces dons se fassent pour que nos enfants puissent bénéficier pour pouvoir bien étudier et pouvoir réussir à leur examen. Les bénéficiaires sont exhortés à utiliser les ouvrages à bon escient. Depuis le début de cette opération, 14 établissements secondaires ont bénéficié de cette action sociale, dont 5 l'année dernière. L'association Les Amis d'enfance de Boaké œuvre dans le domaine du social, de l'éducation, du sport, de l'insertion socio-professionnelle des jeunes et le développement communautaire. L'association Les Amis d'enfance de Boaké a vu le jour en 2022. On reste à Boaké pour parler d'Alassane Ouattara, l'homme de la rupture. C'est le titre de l'ouvrage du député Paul Dakuyo, un essai de 115 pages qui rend hommage au chef de l'État pour ses actions de développement économique, de cohésion sociale et de solidarité au profit des populations. Le docteur Paul Dakuyo passe ainsi au peigne fin la gestion du président de la République est chef d'œuvre à lire, nous rapporte Boubacar Silla et Soro Corona. Alassane Ouattara, l'homme de la rupture, c'est le titre du livre de Paul Dakuyo, député et premier adjoint au maire de la commune de Boaké. Une publication témoignage dans laquelle l'auteur retrace les exploits réalisés par le président de la République depuis son accession à la magistrature suprême. Dans cette œuvre, l'écrivain passe au scanner la gestion du chef de l'État tout en mettant en exergue ses réformes
et leurs acquis qui font du président Ouattara une référence en termes de gouvernance d'un État moderne. La cérémonie de dédicace de cet ouvrage s'est tenue à Bouaké. Cet essai m'a été inspiré par un message du président de la République lors de son investiture en 2011. Et cette phrase est la suivante: la Côte d'Ivoire va étonner. Et en tant que scientifique, je me suis posé la question. Quand un président dit que son pays va étonner, c'est qu'il a planifié déjà quelque chose. Et ça a éveillé ma curiosité. À travers cet ouvrage de 115 pages en français facile et riche d'enseignements, paru aux éditions SIM, l'auteur inscrit officiellement son nom dans le registre des écrivains ivoiriens. Nous avons accepté d'éditer le livre Alassane Ouattara, l'homme de la rupture, parce que nous nous sommes rendus compte que cette œuvre était digne d'intérêt. Il y a assez d'enseignements dans cette œuvre. C'est facile à lire parce que c'est écrit avec une plume qui est très simple à comprendre. En fait, c'était une belle manière de démontrer l'unicité du président Alassane Ouattara. Paul Dakuyo est consultant en management des organisations universitaires et maître assistant en sciences de gestion à l'UFR des sciences économiques et développement de l'université Alassane Ouattara. Son livre est préfacé par Kandia Kamara, présidente du Sénat ivoirien. La semaine dernière, il s'est tenu à Grand Bassam le Forum africain pour la promotion du bio. Pour faire face à la problématique du changement climatique, les promoteurs ont présenté des solutions durables dans l'agriculture. En toile de fond, il s'agit de promouvoir les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Didier Nguessan. L'hydroponie ou l'agriculture sous serre, le recours à l'engrais naturel, l'optimisation de l'eau et des besoins organiques de la plante sont autant de méthodes qui contribuent à l'agriculture dite biologique et durable. Ces pratiques agricoles respectueuses de l'environnement seront promues au Salon international pour la promotion du bio à Grand Bassam du 26 au 28 juillet prochain. Parler bio pour sensibiliser les Ivoiriens à l'effet de savoir qu'effectivement en Côte d'Ivoire, il y a une organisation qui est en train de travailler à l'effet d'avoir les produits bio de façon vulgarisée, de sorte que chaque individu, de là où il se trouve, il puisse avoir accès à ces produits-là pour sa bonne santé. Promouvoir des méthodes agricoles modernes, mais aussi valoriser le savoir-faire local. Dans un contexte de changement climatique et de son impact sur les productions agricoles, avec la menace de l'insécurité alimentaire, l'adoption de l'agriculture biologique n'est plus une option. Une grande satisfaction de voir que certaines structures de la société civile s'intéressent déjà à la problématique de la préservation de l'environnement face à l'agriculture. Il s'agit de produire pour la consommation humaine, mais tout en respectant l'environnement. Une sémence mise en terre peut être perdue à la récolte au regard de plusieurs facteurs comme le climat et les mauvaises pratiques agricoles. De la fourche à la fourchette, l'agriculture biologique et durable offre des garanties de produits sains pour la consommation. On parle maintenant de religion avec le premier vol des pèlerins ivoiriens à destination de l'Arabie Saoudite qui a décollé lundi dernier. À son bord, les 430 pèlerins en partance pour Médine ont remercié le gouvernement pour la bonne organisation du Hajj. Cette année, Issaïo et Yaya Konaté sont nos envoyés spéciaux. Aéroport de Médine, en Arabie Saoudite. Arrivée du premier contingent des pèlerins ivoiriens pour le Hajj 2024, après 8 heures de vol. À leur descente d'avion, ces fidèles musulmans ne cachent pas leur satisfaction de fouler la Terre Sainte. Nous sommes très satisfaits des conditions dans lesquelles nous avons fait le voyage depuis la mosquée du Golfe et à l'arrivée aussi. Vraiment, nous sommes très proches de la mosquée. Cela est vraiment un privilège. C'est ma première fois. J'étais tellement contente. Je peux dire, c'est de jamais vu. Depuis Abidjan jusqu'à ici, je suis dépassée. Dieu nous a fait sa grâce. Vraiment, nous sommes bien arrivés. Jusque-là, on n'a eu aucun problème. Donc vraiment, c'est le lieu de dire merci à notre gouvernement et à toutes les organisations du Hajj. Le chef des vols, tout en saluant la discipline observée par les pèlerins, donne le sens de l'escale des 3 jours de Médine, la ville où le prophète Mohammed a été inhumé. Médine est une ville sainte, c'est là où le prophète sallam a été enterré. Médine, c'est la deuxième ville sainte après la Mecque.
Donc les activités de médecine se reposent sur les ziyaras, c'est-à-dire les visites internes et externes. C'est le lieu de rappeler que ce sont 430 pèlerins qui ont pris le premier vol pour la Terre Sainte. Ils seront 10 000 au total à faire le pèlerinage cette année. La conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a ouvert hier mardi les travaux de sa 125e assemblée plénière dans le diocèse de Yopougon. Durant 3 jours, les évêques vont plancher sur des questions d'ordre épiscopal et sociétal. Cette assemblée générale qui prend fin le 2 juin prochain est l'occasion pour les évêques de présenter les rapports des commissions épiscopales, d'évoquer, sinon d'évaluer les mandats des secrétariats exécutifs, des directeurs et aumôniers nationaux et de renouveler leurs instances dirigeantes. Un reportage de Sephora Zegui. C'est le village d'Orbaf, situé dans le département de Dabou, qui a servi de cadre à la 125e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Ils sont venus rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, mais également réfléchir à l'avenir de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Durant ces quelques jours de travail, les évêques vont se pencher d'une part sur des questions d'ordre ecclésial, oui, les questions ad intra, et d'autre part sur des questions d'ordre sociétal, des questions ad extra. Cette rencontre des pasteurs catholiques va apporter des contributions au développement de la société ivoirienne pour laquelle des prières ont été formulées. Cette 125e assemblée plénière apportera à l'Église de Côte d'Ivoire, apportera à la société ivoirienne une contribution très appréciable pour sa marche en avant. Face aux défis qui s'imposent aujourd'hui à l'Église catholique, le nonce apostolique exhorte les évêques à se rapprocher davantage des fidèles. Il livre ainsi le message du pape François à cette 125e assemblée plénière. Les papes vous exhortent à cultiver la proximité et le sens de la paternité à l'endroit de vos prêtres. Et il encourage ces dernières à l'écoute et à la confrontation fraternelle dans un esprit d'obéissance. Les réflexions qui ont démarré ce lundi 27 mai vont s'achever le 2 juin prochain. DJ School Abidjan a organisé récemment la 2e édition du Salon des animateurs musicaux et scéniques de Côte d'Ivoire, un espace de partage, d'apprentissage, mais aussi de mise en réseau pour les professionnels du secteur. Il était question pour cette édition de pousser la réflexion sur la professionnalisation de ce secteur des animateurs scéniques, aussi appelés DJ. Un reportage de Christ Diomandé avec le commentaire de Jean-Marc Djadji. Animation musicale et scénique, une alternative pour l'auto-emploi et l'insertion professionnelle de la jeunesse. C'est le thème de la 2e édition du Salon des animateurs musicaux et scéniques de Côte d'Ivoire, SAMSI, une initiative de DJ School Abidjan qui vise à informer, sensibiliser et professionnaliser le métier d'animateur musical et scénique. Les articulations tournent autour de l'auto-emploi et de l'insertion professionnelle de la jeunesse. Vous savez que c'est un enjeu pour notre pays qui a en grande majorité, du moins à 75%, une population comprise entre 18 et 35 ans. Il est donc très utile et très important que nous puissions réfléchir sur des alternatives pour pallier aux difficultés du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Pour les participants, cette initiative vient crédibiliser l'image de cette profession. À la base, moi, j'étais déjà DJ. J'avais des bases. Cette formation m'a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur l'imagerie, la négociation des contrats, la lecture des contrats, le choix des profils. Et grâce à cette formation, aujourd'hui, je peux soutenir mes propos pour dire que j'ai un diplôme. À travers ce diplôme, je peux me présenter dans plusieurs boîtes, histoire de pouvoir être indépendante. Voilà, du coup, je dis merci à l'agence Emploi Jeune et aussi merci à DJ School. Cette 2e édition du SAMSI a été marquée par la reconnaissance des précurseurs du mouvement et la remise des diplômes des nouveaux étudiants de DJ School Abidjan. Pour rappel, cette cérémonie a vu la participation du Sénégal, du Ghana, du Tchad, de la Mauritanie, de la France, du Royaume-Uni et de la Belgique.
Et cette note de sport avant de refermer cette édition, dimanche soir à Trieste en Italie, une jeune athlète de 23 ans arborant le drapeau de la Côte d'Ivoire est montée sur la plus haute marche du podium, réalisant une performance exceptionnelle. Soro Bonati Yenekorina a pris le meilleur sur ses concurrentes, affichant au passage un nombre total de 151,91 points. Sa discipline n'étant pas inscrite aux Jeux Olympiques, elle ne sera pas à Paris cette année, mais elle reste une fierté pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Ce mercredi est un jour de vote en Afrique du Sud. Depuis 7 heures du matin, plus de 23 000 bureaux de vote ont ouvert dans le pays afin de permettre à plus de 26 millions d'électeurs de choisir leurs parlementaires, lesquels éliront ensuite un président et leurs conseillers régionaux. L'élection pourrait représenter un tournant pour le pays si le Parti de la Libération, le Congrès national africain ANC, venait à perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, comme le prédisent les sondages. Et c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous ce soir pour la dernière édition de 23h.